On ne tue pas l'esprit du leadership parce que c'est un esprit des valeurs. Donc, un leader doit être dépositeur des valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est aussi les travail. Le travail ardu, chers amis, c'est ce qui croit au formé adage, Chancelo Kopamba, doivent se détromper. Chancelo Kopamba, qui vous a dit ça? La réussite n'est pas une histoire de la chance. Aucun livre de leadership ne parle de la chance. Aucun livre de leadership. Aucune théorie de leadership ne parle de la chance. Le progrès de l'humanité est le produit du travail ardu. Le sacrifice, les dons de soi. Beaucoup de gens s'étonnent que quelqu'un comme Dr Mukwege ait été nobelisé. Mais combien de gens se posent la question sur le sacrifice du Dr Mukwege, du risque qu'il a pris? Combien de fois on a menacé de tuer cet homme? Le sacrifice qu'il a pris, de soigner les femmes violées. Pouvez-vous imaginer dans quel état ces femmes se trouvaient? Ces femmes qui n'avaient plus l'essence de la vie, l'essence de l'honneur. Mais il a été nobelisé. Et aujourd'hui, il est au même enseigne que les grands de ce monde. Le Mandela, le Barack Obama, tout ce que vous connaissez des gens, il est au même numéro, à la même avenue. Ce n'est pas une histoire de la chance. Les leaders sont des dépositaires. Le leadership, c'est ça, dans un domaine particulier. Lorsqu'on reconnaît le leadership du docteur Mukwege, c'est pas le domaine. Qui en veut à Augustin Matata Ponyo? Selon le rapport du secrétaire général des Nations Unies, le procès de Matata est une manœuvre de pouvoir l'écarter à la course présidentielle. C'est dans ces contextes que s'ouvre ce procès ce 25 octobre. Nous allons en parler avec deux invités sur ce plateau. Christian Emango, juriste, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Gardi Diana, journaliste, bienvenue. Merci. Eric Iziami, journaliste, bienvenue. Merci, Jean-David. Manix Ienda, cadre de l'Union sacrée, secrétaire général Congo Positif, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Thilo. Dans une coprésentation de Floride Zantoko, bienvenue. Merci. Voilà, je commence par vous, Monsieur Christian Emango, le procès Matata Ponyo. Est-ce que Augustin Matata Ponyo a toutes les chances de pouvoir certainement s'en sortir? Il a toutes les chances si nous étions dans un état de droit, ce qui n'est pas le cas de l'observation que je puis faire, parce que dès le commencement, cette affaire qui a été portée devant le Sénat, pour partir de là, vous savez tout ce qui s'est passé autour de cette question, le scénario que nous avons vécu, qu'une chambre des élus puisse décider à hauteur de 49 sénateurs, si je ne m'abuse, de ne pas présenter leurs collègues devant l'instruction du procureur général près la Cour constitutionnelle, je nomme ici M. Mokolo, mais malgré cela, on trouve encore des mécanismes plus tard pour pouvoir le déférer devant la Cour constitutionnelle, en violation de la décision du Sénat. Ce qui a été quand même surprenant, c'est l'effet que cela a eu au sein de l'opinion, de commencer d'abord par qualifier le Sénat d'une chambre de tous les noms d'oiseaux. Dans ce sens que c'était 49 sénateurs contre 46. C'était une majorité très relative. Il suffisait de revenir encore devant cette chambre et de demander à nouveau qu'on puisse, parce que là, il était affaire du cas de l'affaire de Bukangalonzo. Non, avant ça. Zaïrianisation. C'est pour Zaïrianisation. C'est pour Bukangalonzo, oui. C'était pour Bukangalonzo qu'on est venu demander l'autorisation des poursuites. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pour Zaïrianisation. Mais lorsque le Sénat a refusé d'autoriser les poursuites, on le récupérera plus tard par la manchette et
le déféré devant la Cour constitutionnelle par l'affaire Boukangalonzo. C'était une décision souveraine du Sénat. Moi, je pense qu'il fallait déjà commencer par la respecter. D'autant qu'aujourd'hui, j'ai été personnellement surpris. Je suis de près ce qui se passe au Sénat de notre pays. J'ai vu les sénateurs Matata Ponyo revenir participer aux séances plénières. Alors, tout de suite, je me suis posé deux questions. La première, celle de savoir comment une personne qui est poursuivie devant la Cour constitutionnelle participe au même moment aux plénières. Parce que tout député national, tout sénateur ou tout autre parlementaire dans notre pays bénéficie des immunités. Alors, je me suis posé la question de savoir, et d'ailleurs, vous savez qu'il y a des immunités, qu'on appelle les immunités de fond, qui font que tout acte qui va être posé par les parlementaires dans ce cadre-là, vous avez vu le scénario qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, on ne peut jamais arrêter un parlementaire lorsqu'il pose des actes dans l'exercice de ses fonctions. Jamais. Mais ici, un sénateur qui est poursuivi dans une affaire d'ailleurs où il y avait main levée et qu'on le récupère dans une autre affaire, mais que cela est possible quand même pour lui de pouvoir participer aux plénières du Sénat. Ce qui a pour conséquence de dire que s'il commettait une infraction dans l'exercice de ses fonctions, on se posera tout de suite la question de savoir quelle juridiction va le juger, mais bien plus, dans ce cadre-là, où il participe aux plénières du Sénat, cela suppose qu'il ne devrait pas faire l'objet de poursuites parce que cela est antinomique avec ce que la Constitution prévoit. Qu'en cours de mandat, lorsqu'on est en train d'exercer son mandat de parlementaire, on ne peut pas être poursuivi. Donc, je me suis finalement, dans ce raisonnement, j'ai conclu par dire que si nous étions dans un état de droit, je pense que les poursuites contre les sénateurs Matata Ponyo n'auraient pas lieu. Maître, je vais vous compléter par une question. Est-ce que lorsque la Cour constitutionnelle poursuit Matata Ponyo dans l'affaire Boukangalonzo, alors que préalablement, au niveau du Sénat, il y a eu un rejet par rapport à cette question, est-ce que cela va à l'encontre de la Constitution? Tout à fait, vous l'avez dit. Cela va à l'encontre de la Constitution, cela piétine la Constitution parce que nous n'avons pas déterminé clairement certains éléments. Si nous étions en France, lorsqu'on vient poursuivre un parlementaire, on vient demander l'autorisation des poursuites. Et par l'autorisation des poursuites, les parlementaires continuent d'exercer ces fonctions, des parlementaires, de députés, de sénateurs, etc. Mais à chaque fois que le parquet va le requérir, il ira se présenter. Et c'est par la suite que si on estime que les faits sont avérés, qu'on peut le déférer devant les cours et tribunaux. Alors, ici, le Sénat, nous sommes entrés d'abord dans un tohu-bohi où le Sénat, tantôt, dans la décision qui a déféré Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle, prise par le bureau, tantôt disait qu'il était question de l'autorisation des poursuites, tantôt il était question de mener directement l'instruction. Alors, ça a été un peu quand même une cacophonie, parce que dans ce cadre-là, il est question de nous dire actuellement, vous avez vu, je voulais dire globalement, qu'à mon sens, c'est vrai, ce sont des magistrats de prestige de notre pays, mais j'ai estimé qu'à mon sens, il y a eu des erreurs dès le départ. C'est-à-dire que on a tantôt décidé des poursuites de Matata Ponyo, autoriser les poursuites automatiquement, mais lorsque il a été question de décider par exemple de la détention préventive, qui ne peut être décidée que par la Cour constitutionnelle, il fallait saisir la Cour pour pouvoir procéder dans cette démarche-là. Ce qui n'était plus possible parce que le parquet avait déjà pris certaines mesures concernant les sénateurs Matata Ponyo. Voilà. Donc, en définitive, je vais m'arrêter par là pour ne pas monopoliser la parole. En définitive, je pense qu'il y a eu violation de la Constitution parce que la Constitution est claire que lorsqu'il faut poursuivre un parlementaire, il faut demander l'autorisation de sa chambre. Alors, ici, dans le cas affaire Boukangalonzo, pardon, zaïrianisation, il y a eu un refus
catégorique de poursuivre. Il y a eu plutôt refus dans l'affaire Boucan Lonzo. Boucan Lonzo. Oui. Et maintenant, dans l'affaire Zaïrisation. zaïrisation, on poursuit les sénateurs sans demander l'autorisation de la Chambre, c'est une violation. Voilà, Monsieur Gardi, Diana, il y a une frange de la société civile qui qualifie ce procès comme celui de la honte. Êtes-vous de cet avis? Merci pour la question. Procès de la honte, je crois que moi je suis de ceux qui estiment que seule la finalité qualifie les actes. À ce stade, on ne peut pas. Je veux revenir sur un élément essentiel. Est-ce que Matata Ponyo a encore ses chances? Moi je le crois. Vous savez pourquoi? Parce que il n'est pas donné à tout le monde. Il faudra se souvenir que le 3 août, l'objectif était d'arrêter Matata, le mettre sous arrêt provisoire. Mais voir cette justice rétro-pédaler, pour moi, ce sont des signes avant-coureurs que malheureusement, il y a des éléments que cette justice-là ne maîtrise pas et qui finalement est instrumentalisée par un groupe d'individus. Je le dis en connaissance de cause parce que je me suis posé depuis toujours une seule question, c'est que parmi les éléments techniques évoqués par l'IGF, on définit Matata comme étant l'auteur intellectuel du détournement au niveau du projet Boucan Lonzo. Les juristes sont sur ces plateaux. En termes de hiérarchie, en termes de procédure, comment arrive-t-on à l'auteur intellectuel sans passer par les auteurs et les preuves matérielles? Deuxième fait, ce qui me garantit que Matata peut s'en sortir, je me rends compte qu'au-delà de sa connotation politique, il y a eu une ligne de démarcation. Quelle connotation politique? Ça veut dire que pour vous, le procès revêt une couleur politique. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur ces plateaux qui n'a pas cet avis? Je crois que nous avons tous ces sentiments-là. Et le dernier à l'exprimer en date, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Quels sont les faits qui vous poussent à dire ça? Le fait qui me pousse à dire ça, je rentre sur l'aspect procédural. Oui. Dans la réglementation, dans la procédure de l'IGF, parce qu'avant que l'affaire ne soit portée au niveau des institutions judiciaires, la première de règle sacro-sainte, c'est la confrontation avec le présumé. Ce qui n'a jamais eu lieu, à moins que vous me prouvez le contraire. Deuxièmement, l'IGF, dans son rapport, a l'obligation de notifier avant tout la personne indexée en mettant à sa disposition des éléments nécessaires justement lui permettant de venir se justifier à cette institution par confrontation. Comment peut-on expliquer que l'IGF prenne une petite portion d'informations pour transmettre à qui de droit et prendre d'autres éléments de digression, mettre à la place publique? Ça relève, c'est illogique. Ça relève du folklore. Ce n'est pas procédural. Autre fait qui me prouve à suffisance que ce procès est politique, c'est comme je l'ai dit tantôt, on est dans un État avec une structuration bien connue. Je me demande comment on ne peut pas, des ministres sectoriels qui devraient en principe, eux d'abord, révéler la source qui serait Matata Ponyo, parce qu'à l'époque il n'était que Premier ministre, il ne donnait que l'impulsion. Mais malheureusement, je n'ai jamais vu un ministre qui devrait normalement être cité dans l'affaire, être indexé. Même le ministre délégué Patrice Kitebi, encore en vie, je ne sais pas s'il est encore au FPI, où il a beaucoup de problèmes. Malheureusement, c'est des éléments de digression. Et la preuve que la justice est souvent instrumentalisée et qu'on n'a pas mis à la disposition de cette justice des éléments essentiels, c'est de voir à l'espace de 78 heures, 48 heures, comment voir cette justice a fait des rétropédalages. D'abord sur l'affaire zaïrianisation. Avec des réquisitions. Avec des réquisitions. On part d'abord de ceci d'aller pour la mise en arrêt provisoire. On va non, assignation à résidence surveillée. À quelque temps on le lève. On a tenté le Congrès. On a tenté le Congrès. Ça veut dire qu'il y a tellement des éléments de digression qui prouvent à suffisance que généralement dans le fait, dans le factuel, il y a beaucoup à redire dans ces procès, j'espère qu'on y reviendra. Et pour moi, c'est ce qui apporte cette conclusion au niveau du secrétaire général des Nations Unies, qu'on a en face de nous un procès plutôt très politique que factuel, parce que dans le fond jusque-là, quand on regarde le rapport de l'IGF, quand on regarde les éléments mis à la charge de M. Matata Ponyo, quand on regarde des éléments que lui a évoqués, quand on regarde la vérité de fait, notamment avec les différents prestateurs dans ces différents projets, quand on se rend compte que c'est déjà 2017, un an seulement après le départ de Matata Ponyo, que Maficom exigeait un paiement de 20 millions de dollars américains, pour un projet d'ailleurs, on est dans un système d'autofinancement où les gens ne savaient pas, au-delà du fait de l'apport de l'État,
cette institution, qui était en fait le prestataire, mettait souvent de son argent et pouvoir récupérer après. Je me demande, quand on revient, on s'est dit, l'État congolais, lorsqu'il lance le projet en 2014, dit avoir mobilisé 83 millions de dollars américains. Aujourd'hui, on revient sur un total de 285 millions, ça c'est logique normal. Mais pendant ces processus-là, ce fonds devrait être décaissé progressivement. Les autres, lui au moins, qui a commencé le projet, il y a des éléments. Mais les autres qui devraient également continuer ces financements-là, et que généralement en termes de traçabilité, on ne voit rien, on n'a jamais indexé qui que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand on est en face d'une telle procédure qui, en tout cas à première vue, semble être cavalière? Donc, on ne peut dire qu'à un procès politique, mais j'ose croire que ce groupe d'individus, peut-être qui veulent instrumentaliser ces histoires-là, sera vite remis en question par, permettez-moi de le dire, j'aime pas le dire comme ça, mais par le chef de l'État qui, du reste, est le seul rédévable dans tout ce qui se passera actuellement. Voilà, Monsieur Eric, est-ce que avec le rapport du secrétaire général des Nations Unies, coûte que coûte ici au pays, on veut certainement que Matata soit jugé, vous ne voyez pas qu'on est en train de discréditer notre justice? Oui, absolument, hein, mais bon, au niveau du secrétaire général de l'ONU, il faut remarquer que lui, il est haut perché, il regarde la situation de manière globale. Et le Congo n'est pas rien. 90 millions d'habitants, lorsque ça va mal, ça peut bouger même chez les voisins, et nous en avons 9. Alors lui, qui est au niveau des Nations Unies, il milite pour la paix, j'imagine, ici comme ailleurs, et déjà ce problème-là est un problème qui peut davantage engendrer d'autres qui seront nébuleux, difficiles à résoudre. Mais j'en viens au niveau sociologique. Chez nous, en République démocratique du Congo, je crois que depuis tout petit, j'ai l'impression, juste une impression, que l'on ne nous éduque pas de manière à nous aimer, à nous accorder, à mutualiser nos efforts. Chez nous, remarque bien, j'avais épinglé ici l'aspect sociologique. Lorsque l'on a accusé quelqu'un d'un forfait, tout de suite, on ne veut même pas que celui-ci puisse se défendre. Déjà, il est condamné. Nous sommes tous allés à l'école, on nous a dit, vous ne pouvez dire de quelqu'un qu'il est voleur lorsqu'il y a seulement le jugement, l'autorité de la chose jugeait. Lorsqu'il y a un jugement, et puis à l'issue du jugement, on le dit tel que vous l'auriez voulu. Mais dans ce cas précis, on sent qu'il y a tellement de faits sociaux qui sont nombreux et variés. Mais ceux-ci ne sont pas inquiétés. Moi, dans cette histoire de Boukangalonzo, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui a été fait juste après le départ de Matata comme Premier ministre. Parce qu'aussi, on a un défaut ici chez nous en République démocratique du Congo. Lorsqu'un projet a été lancé, par Floride par exemple, et que celui-ci a émergé, a évolué, une fois Floride n'est pas aux affaires, moi qui viens au poste qu'occupait autrefois Floride, je mets tout en moule. Je détruis tout, comme si la République commençait par moi. Je suis curieux de pouvoir savoir qu'est-ce qui a été fait après Matata, notamment dans le financement de ce grand projet. Vous allez continuer. Mais j'aimerais, au regard des éléments apportés par Gardi tout à l'heure, Gardi y voit un côté politique dans ce dossier. Est-ce que vous n'avez pas la même impression? Oui, absolument. Aujourd'hui, lorsque vous évoquez Matata Ponyo, tout de suite, c'est la sphère politique. Parce que vous savez, les élections chez nous, jusqu'à maintenant, c'est le vote un peu sociologique. Nous avons peut-être le bonheur d'avoir vécu la gestion de tout le grand groupe sociologique de notre pays. Ça a commencé par Mouta Kassavubu Joseph, c'était le bloc Congo. Et puis après, c'est monté au niveau du Grand Nord. Mobutu, c'était le bloc Ngala. Et puis après, c'était Père et Fils, Kabila, c'était le bloc Swahilifone. Et pour terminer aujourd'hui avec le bloc Lubaphone. Je prends le Congo. Chez nous, le vote, on vote un frère, un cousin, un proche. Ce n'est pas encore au niveau de la France où l'on voterait quelqu'un par rapport à son projet. Non seulement le projet, mais aussi la capacité à adjoindre à ces projets de pouvoir réaliser ce que l'on promet lorsqu'on vient demander le suffrage au niveau du peuple. Et j'ai comme l'impression que déjà, Antonio Guterres, de là où il est, j'étais en train de dire qu'il voyait un peu de manière globale, il s'est dit, le rendez-vous prochain, ça sera 2023. Qui sait si on se serait déjà en train de vouloir écarter X ou Y, et auquel cas, ça créerait des problèmes. Et moi qui suis ici pour maintenir la paix au niveau mondial, je ne voudrais pas que X ou Y soit inquiété. Vous avez vu, je fais juste un petit raccordement, tout le tollé soulevé par le dossier
de la proposition de loi endossée par Ntingi Pouloulou venant de Noël Tchani, parlant de verrouillage de certains postes. Vous avez vu tout le tollé que cela a provoqué. Parce que pour moi, j'estime que si ces projets-là, ou cette proposition de loi-là, aurait mis à mal un des candidats, qu'on lui donne ne serait-ce que la chance de compétir et d'échouer, plutôt que de lui empêcher de ne pas participer au vote, ça sera encore catastrophique. Parce que je note, toujours sociologiquement, lors des élections passées, c'était la consultation de 2018, Moïse Katumbi, qui avait des ambitions, n'avait pas pu déposer sa candidature. Ça a créé des ennuis. On ne voulait pas toujours nager dans les ennuis. Et voilà pourquoi Antonio Guterres, de là où il est, voyons, veut dire le mal. Il provient déjà que non, il ne faudrait pas vous comporter comme ça. Parce qu'en réalité aussi, je reviens dans ce que je disais, l'IGF, oui, mais l'IGF existe pour que la patrouille financière qu'il prône puisse être faite de manière équitable pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Mais on a vu ce qui s'est passé. J'ai rien contre lui, Eteni Longondo. C'était de l'argent. Je n'ai rien contre, mais ça a choqué des gens. Des millions. Il est en voilà. provisoire. Et puis bon, ça n'a rien produit à votre avis? Rien. Au contraire, ça a choqué certaines âmes. Et bien, on va évoluer comme ça, de choc en choc. Non. Si vous conduisez la voiture, il est nécessaire de regarder, à mon avis, les rétroviseurs, ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder plus devant pour ne pas cogner. Parce qu'à force de regarder toujours ce qui s'est passé, on va cogner. Manix, avant d'entrer dans le détail évidemment de notre problématique et de cette question, quel est d'abord votre regard critique sur la façon dont ce procès est mené jusqu'à présent? On est encore au niveau de la forme, au niveau de l'instruction, cette affaire. Quel est votre regard critique? D'abord, je voudrais faire mention par rapport à ma qualité en tant qu'acteur politique appartenant à une famille politique bien déterminée, l'Union sacrée de la nation. Et en tant qu'acteur politique, je suis lié devant la responsabilité étatique de pouvoir répondre sur les questions de l'État sans état d'âme et sans être ballotté au gré de vague d'une famille politique quelconque. Et surtout que même quand vous lisez le 3e paragraphe de notre Constitution, vous allez vous rendre compte que le Constituant nous donne, nous en tant que peuple, l'obligation de bâtir, le préambule plutôt, de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, une nation forte et prospère basée sur les véritables valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Et je pense, dans cet édifice-là, de l'État de droit, la brique qui sera apportée par Manix vaut son pesant d'or. Raison pour laquelle je voudrais quand même mettre un accent sur le dossier de Matata Ponyo. Alors en observant en fait cette situation, je voudrais même faire le complément de ce que les amis viennent de dire tout à l'heure. Effectivement, il s'agit d'un procès à connotation politique. Politique? Ah bon? Oui, bien sûr, un procès à connotation politique. Pourquoi? Et de l'autre côté, un procès qui est entaché des irrégularités graves sur le plan de la loi, aussi sur le plan de l'esprit de la Constitution. Et c'est ce qui fâche par moment. Alors pourquoi d'abord procès politique? Pourquoi procès politique? Parce qu'on sent une sorte d'acharnement sur la personnalité politique indiquée, M. Matata Ponyo, le sénateur. Et de l'autre côté, on sent en fait une volonté manifeste de saper tout le principe régulateur de l'État et de surcroît le principe sacro-saint du droit constitutionnel qui garantit effectivement le droit et libertés fondamentaux de tous les citoyens congolais. Je voudrais quand même parler un tout petit peu de l'IGF, parce que l'IGF en tant qu'organe technique axé sur cette question d'enquête, d'audit et de vérification, surtout sur en ce qui concerne les dépenses publiques de l'État, est un organe au sein d'une institution connue, la présidence de la République. Mais à regarder l'attitude de cet organe censé procéder par le méthode de vérification, d'audit et d'enquête, on s'est rendu compte que l'IGF est versé dans une histoire des polémiques, je dirais des populismes effectivement, simplement parce qu'on sent l'intention de clouer un acteur politique. Je vous donne quelques faits. Puisqu'on parle de l'affaire Boukangalonzo, nous avons quand même lu et on sait que parmi les personnalités politiques de notre pays, Matata Ponyo fait partie de premières personnalités qui ont sollicité lui-même l'enquête sur l'affaire Boukangalonzo. Vous savez, quand
on est en face d'un juge. Le juge, lorsqu'il veut faire ce qu'on appelle en droit la qualification d'un fait infractionnel, et surtout lorsque le juge veut étudier le comportement d'un auteur, d'un criminel, d'un fait infractionnel, le juge regarde aussi les aspects psychologiques. Et déjà même lorsqu'on veut faire la qualification d'un fait infractionnel, il y a 3 éléments nécessaires qui entrent dans la ligne de compte. Il y a l'élément matériel, il y a l'élément légal et aussi il y a l'élément intentionnel. Mais lorsque nous regardons certains aspects, déjà que même, vous savez, il y a un principe des bases en droit qui dit la responsabilité de la preuve incombe à celui qui accuse. Et lorsqu'on regarde le dossier qui a été déposé sur la table du procureur général près la Cour constitutionnelle, on se rend compte que ce dossier-là a été entaché des irrationalités qui ne dit pas son nom, des incongruités inacceptables. Comment vous pouvez imaginer, dans un dossier adressé par l'IGF qui inflige sur la responsabilité de M. Matata Ponyo la possibilité d'avoir détourné le fonds affecté pour l'exécution du projet Bukanga Lonzo en complicité avec les ministres de l'époque, ministre délégué près le Premier ministre, ministre Kitebi, Patrice Kitebi. Et l'IGF a fait une mention spéciale dans ces registres-là en disant « M. Kitebi et M. Matata ont lapidé tout au long du processus d'exécution du projet Bukanga Lonzo. » Alors que M. Patrice Kitebi n'a commencé, surtout que le projet Bukanga Lonzo a débuté du début 2014 jusqu'en fin 2014, qui était le départ de M. Kitebi en tant que ministre, parce qu'il y avait quand même un remaniement dans le gouvernement Matata 2. M. Kitebi ne faisait pas partie. Et donc, on se rend compte que de l'intervalle de temps entre 2015 et 2014, M. Kitebi ne faisait pas partie. Et donc, le projet Bukanga Lonzo ne les concernait pas. Mais en moins, l'IGF a dit tout au long du processus d'exécution du projet. Donc ça veut dire c'est une irrationalité. Ça veut dire qu'il fallait prendre également en compte le ministre des Finances qui l'a précédé. Mais effectivement, parce que vous savez, je crois, l'ami vient de le dire tout à l'heure, oui. Le Premier ministre, il était simplement un donneur d'impulsion. Oui. Mais il y avait quand même des ministères sectoriels qui étaient là pour l'exécution du projet, notamment le ministre de l'Industrie, le ministre du Développement rural, autant pour le ministre de l'Agriculture. Ce sont des gens qui ont participé effectivement dans l'exécution du projet. Mais ces autres ministres ne sont pas inquiétés. Mais par exemple celui des Finances, c'est ce qui justifie encore les aspects politiques. Je reviens encore sur l'aspect psychologique pour se rendre compte que M. Matata n'était pour rien. Parce que Matata, lorsqu'il était à l'étranger, la justice, au travers évidemment la convocation du procureur général près la Cour constitutionnelle, la justice a fait appel à Matata pour, effectivement, l'auditionner sur cette question. De plein gré et de par sa volonté manifeste, le monsieur a accepté de revenir au pays pour répondre à l'appel de la justice. Mais à celui-là, on lui inflige, parce qu'on ne le dit peut-être pas au début de cette histoire, ils ont tenté par les mécanismes de mandat d'arrêt provisoire, qui n'a pas marché, et surtout qu'on sait que quand on veut infliger à un présumé coupable un mandat d'arrêt provisoire, il faudrait qu'il y ait quand même quelques éléments qui doivent entrer dans la ligne de compte, notamment les indices sérieux de culpabilité, notamment l'imprécision en termes de domicile du présumé coupable, et enfin... Ce qui n'est pas le cas avec la possibilité de fuite, ce qui n'est pas le cas parce qu'il est revenu de plein gré pour effectivement se justifier devant notre justice. Et donc, on se rend compte qu'il y a cette volonté manifeste de saper notre justice, et on se rend compte que notre justice est un peu, je dirais, malléable au dictat des acteurs politiques, ce qui n'est pas correct, parce que le président de la République a cette mission de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit. Je crois nous devons respecter le principe directeur de l'État. Qui veut dire un État de droit, c'est le respect des règles. Vous savez, en droit pénal, on dit « nullum crimen nulla poena sine lege ». Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. Je crois que cette question, on aura quand même l'occasion de la poser à tous nos téléspectateurs. Voilà. Au regard de vos connaissances que vous avez, nous, on apprend à partir de la télévision que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président et du Premier ministre. En fonction. Alors, que fait Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle? Essayez un peu d'éclairer notre Comment lanterne. avec Christian Je me sens très à Christian l'aise à Mango. rencontrer cette question. Oui. Et évidemment, vous pouvez le constater. Il
faut que nous puissions dissocier. La Cour constitutionnelle a plusieurs compétences. Oui. Et en termes de compétences pénales, la Cour constitutionnelle ne peut juger un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République que dans une seule hypothèse. Laquelle? Je parle bien d'un ancien. C'est dans l'hypothèse où, à la fin de son mandat, article 99 de la Constitution, à la fin de son mandat, l'ancien président de la République ou l'ancien Premier ministre n'a pas déposé sa déclaration de patrimoine. C'est dans cette seule hypothèse-là qu'on peut poursuivre un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République. C'est écrit. Vous pouvez lire l'article 99 de la Constitution. Ceux qui sont à la maison peuvent nous suivre. Si j'avais le temps, je C'est pourrais le seul prendre... cas. Je peux prendre mon téléphone. Il y a même la Constitution avec... il y a une Constitution. Oui, sur, l'article... on peut lire cette disposition-là. L'article 99. Rapidement. Oui, je vais la lire. Je vais le lire rapidement. Je vais aller directement au dernier alinéa. Il dit quoi? Qui dit ceci. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. La Cour de cassation est saisie pour les anciens membres du gouvernement. La Cour constitutionnelle est saisie pour l'ancien président de la République ou l'ancien Premier ministre. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf, vous êtes d'accord avec ça? Je reviendrai sur cette je relis la disposition en tout cas, pour être plus clair. Oui. Il est dit ceci à l'article 99 alinéa dernier. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, donc dans la déclaration de patrimoine, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Donc je ne vois pas l'hypothèse où... Alors, nous sommes dans le dossier Boukangalonzo. Nous revenons maintenant dans le dossier Boukangalonzo. La Cour était Je vais vous renvoyer maintenant à l'article 218. Je veux rester... C'est un procès et ce qui a été quand même surprenant, parce que ces dispositions-là, j'imagine que ça a été quand même rappelé à ceux qui poursuivent l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Oui. Lorsque nous lisons maintenant l'article 218, là encore il s'agit du dernier alinéa. Je ne sais pas si vous permettez, je peux le rechercher en attendant que je parle. Si vous lisez le dernier alinéa de l'article 218 du règlement intérieur du Sénat, cet article-là dit que lorsque un sénateur est poursuivi et que nous sommes en cours de session, le sénateur, avant d'être déféré devant le parquet, c'est la Chambre qui décide. Mais lorsque nous sommes en vacances, c'est le bureau qui décide. Okay. Mais il y a une procédure que le bureau doit suivre pour décider de l'autorisation de poursuite d'un sénateur. C'est ce que je veux vous lire. Oui. Et vous, là, vous comprendrez quel était le procureur qui était censé poursuivre Matata Ponyo. Et tout de suite, vous saurez quelle juridiction devrait être compétente à poursuivre Matata Ponyo. Je vous lis l'article 218 du règlement intérieur du Sénat, quoique ce règlement-là vient d'être modifié, mais cette disposition-là n'a pas été touchée. Je vous lis l'article 218, dernier alinéa. Oui. En dehors de session, le bureau du Sénat statue sur la demande de levée de l'immunité parlementaire. Effectivement, Matata Ponyo, s'il est aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle, c'était par une décision du bureau, pas de l'Assemblée. Qui statue, je disais, qui statue de la levée de l'immunité parlementaire. Il entend. Qui entend, c'est le bureau. Il entend, je vais ici scander, l'autorité qui va être entendue. Il entend le sénateur concerné, il entend le procureur général près la Cour de cassation. Il entend le procureur général près la Cour de cassation. En pied de jeu ici, j'avais dit,
que le procureur général qui poursuit Matata Ponyo est rattaché à la Cour constitutionnelle. Violation. Violation flagrante, claire. Je me suis posé la question de savoir si le procureur général près la Cour de cassation, Mumba, était au Sénat pour charger Matata Ponyo. Il me semble que c'était les services du procureur général près la Cour constitutionnelle, Mukolo, qui était au Sénat pour charger le sénateur Matata Ponyo. C'était une violation flagrante, très claire. Donc, en résumé, un ancien président de la République, lorsque vous lisez la philosophie du constituant, le président de la République ou le premier ministre, lorsqu'il doit être déféré devant la Cour constitutionnelle, je m'assume, dans la philosophie du constituant, ça ne peut être possible que lorsqu'il est en fonction. Toute autre circonstance, cela n'est pas permis. Les dispositions sont claires. Mais pourquoi ils le font alors que c'est clair? Je n'arrive pas à comprendre parce que les hauts magistrats au niveau de la Cour sont au courant de ces dispositions. Mais pourquoi ils le font alors que la Constitution est claire? Et en plus, par rapport à ça, est-ce que cela ne va pas dans le sens de pouvoir politiser encore l'affaire? Parce que déjà, on a relevé toutes les irrégularités par maître Christian Emango. Est-ce que vous ne voyez pas que ça renforce aussi l'hypothèse de la politisation de l'affaire? Merci pour la question, mais je crois que j'aime la phrase que Matata a utilisée lui-même, c'est que le droit n'est pas une science exacte. Et généralement, derrière chaque texte, il y a ce qu'on appelle l'esprit ou l'orthodoxie, si vous voulez, qui laisse généralement libre cours aux interprétations. S'il faut se fonder sur les éléments évoqués par Christian Emango, parce que même en termes de procédure, en lisant le règlement d'ordre intérieur du Sénat, on savait que ce n'est pas possible. C'est justement pour ça que la première saisie au niveau du Sénat a été corrigée. Mais la question, c'est que pourquoi revenir à la charge sur une erreur déjà constatée autrefois? Ce sont parmi les éléments qui me poussent moi à croire qu'on est dans un dispositif politique, dans un dispositif plutôt politique. Pourquoi je le dis aussi? Parce que déjà quand on regarde la digression qu'on a créée pour pouvoir aller entendre Augustin Matata Ponyo, la levée d'immunité est un élément, est une procédure bien précise, qui est traitée sur une matière bien donnée. Une matière bien donnée. Bien donnée. C'est pas étendu sur tout. Ça ne s'étend pas. C'est-à-dire, quand vous décidez de lever l'immunité pour l'honorable Jean-David Kilolo pour une affaire, parce que généralement, c'est comme il a dit, pourquoi on entend le procureur général près la Cour constitutionnelle? C'est pour justement convaincre la plénière sur la gravité de fait et le besoin de pouvoir poursuivre. Dès lors qu'on quitte cet esprit-là, ça veut dire que sur base de quoi les sénateurs peuvent livrer quelqu'un sur des éléments pour lesquels ils n'ont pas la maîtrise. L'esprit d'entendre le procureur, c'est justement pour permettre aux sénateurs d'être convaincus et éclairés de la pertinence de la poursuite. Donc, cela se fait sur des matières bien données et non pas de manière générique. Déjà, à ces stades-là, tout le monde le savait. Et aussi, en termes de fait, le règlement le dit clairement expressément. C'est là où les éléments que vous évoquez, moi, me renforcent dans ma position. Mais je veux revenir sur un élément essentiel, peut-être évoqué sur le plan sociologique ici, c'est que, c'est vrai, on peut dire ici que Matata Ponyo a été le premier à demander qui est audit, on peut dire qu'il est revenu de lui-même pour répondre. Vous savez, pour un communicateur stratégique, je sais que ces éléments-là, sur le plan sociologique, il y a plusieurs arguments pour pouvoir le contrer. On peut le classifier dans les éléments des digressions. On dit, bon, écoutez, voilà, ça c'est une digression pour prouver la bonne foi aux gens. Mais le plus important, c'est le fond du dossier. La pertinence de la démarche de Matata ne vient pas du fait qu'il a décidé d'écourter son voyage pour revenir. Mais le problème, c'est que dès qu'il est revenu, la première des choses, c'est de vouloir rentrer dans ce droit. Je vous donne un fait, un deuxième fait, un autre fait qui prouve le caractère politique. Est-ce que vous savez que quand il est allé répondre sur la question de la zaïrianisation, c'est-à-dire, en tant qu'incriminé, l'État et le service approprié, notamment le ministère des Finances, ont l'obligation de mettre à sa disposition des éléments en sa qualité d'ancien Premier ministre. Vous savez qu'on lui a refusé ces éléments. Donc, alors c'est un droit? C'est un droit. Posez la question aux avocats qui sont ici. Même quand vous êtes en procès,
la loi vous oblige à mettre à disposition du camp adverse tous les éléments que vous disposez. Je vous arrête un peu. Vous êtes juriste, vous appuyez ça? Oui, C'est un droit. c'est l'égalité des armes. L'égalité des armes. C'est-à-dire, quand on vient compétir, Oui. vous avez l'obligation, tout ce que vous avez comme élément nouveau avant la tenue des audiences, de le mettre à la disposition de vos adversaires pour leur permettre de compétir avec vous, de défendre équitablement. Alors, une fois qu'on vous les prive, ça louche. Ça louche. Ça veut dire qu'on brise un peu le principe et ces droits-là. La question, c'est pourquoi? Donc, vous comprenez qu'à ce stade ici, Et j'imagine que le secrétaire général de l'ONU est au courant de tout ça. heureusement, évidemment. C'est ce que je dis, que le contour de ces procès, le contexte, les bêtes cochons qu'on a enchaînées dans la suite de la procédure, nous fait croire qu'il y a autre chose qu'on cherche derrière. Mais la question aussi que je me pose, pour revenir, j'allais le dire ici sociologiquement, c'est que qu'est-ce que Matata nous représente comme étant un danger sur le plan politique? Parce que, entre nous ici, nous connaissons peut-être pas nous l'homme, mais est-ce que pour un technocrate qu'il est, je ne pense pas qu'à ce stade ici, il y a eu l'intention manifeste de vouloir aller à la présidence de la République en 2023, encore moins. Il ne l'a jamais dit. Maintenant, la question c'est que, je reviens sur les mots sociologiques, parce que, en termes de représentation de zones géographiques, aujourd'hui, il n'est pas contesté que Matata représente une force sociologique. Et tout stratège électoral dans sa politique d'anticipation va sur deux procédures. Soit domestiquer les gens qui peuvent constituer notre force dans les jours à venir, soit les éliminer. Monsieur Eric, avec tous les éléments là, c'est que donc, la mayonnaise est déjà faite pour que Matata soit arrêté, soit condamné. En tout cas, tout le décor nous prouve que c'est cela. Parce qu'en réalité, la démocratie, voyez-vous, chers frères, ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait. Non. Ce n'est pas du déjà fait. Non. C'est quelque chose qui doit être fait au jour le jour. Au jour le jour. Ça n'a jamais de fin. Mais chez nous, on croit que c'est facile. C'est pas facile. Ici, nous sommes dans le principe. Nous ne sommes pas en train de rendre quelqu'un immaculé, sans tâche. Non, le principe. Je peux être choqué. Hein. On a soumis cette question-là à l'appréciation des sénateurs. La démocratie, c'est aussi ça. Voulez-vous, oui ou non, envoyer votre collègue devant la justice? On a tous suivi. Mais c'est un principe. Je peux être choqué. Généralement, ici en RDC, c'est vrai, un pays laïque, mais il y a un nombre assez important, croissant des chrétiens. Vous savez, Jésus-Christ représente le bien. Et dans ma foi, catholique, chrétien, donc là, dans ma foi, Jésus était un Dieu. Mais face à Barabbas, il faut choisir. Ça va choquer les téléspectateurs qui vont nous suivre. En termes de démocratie, qui voulez-vous que l'on libère? Mais en démocratie, je vous dis, on a voté pour le mal qui représentait Barabbas, plutôt que Jésus qui représentait le bien, lui qui avait donné des enfants à manger, lui qui avait ressuscité des morts. Mais le jour où on avait posé la question, qui est-ce que vous voulez que l'on puisse libérer? C'est cela le chemin que nous avions voulu emprunter, la démocratie. Ce n'est pas un chemin facile. Et la démocratie, ici nous parlons principe. Les gens qui nous suivent, ils vont se dire beaucoup de choses autour. Mais moi j'ai suivi la plénière où on avait soumis cette question-là. Et c'était étonnant que 49 sénateurs contre 46 avaient opté de ne pas envoyer Matata Ponyo. Et la justice, est-ce que la justice était obligée d'appliquer cette décision, ce refus? Oui, de tempérer. Mais oui. Quand la chambre dans laquelle siège Matata Ponyo dit ne touchez pas à X messieurs par rapport à Y sujet. C'est fini. Oui, c'est fini. Le vote est élu, papa. On s'incline. Réagissez un peu à cette question. Mais j'aimerais également attendre votre point de vue par rapport à la compétence de la Cour. Hein. Et aussi, je veux aussi ajouter, est-ce que la porte de la Cour constitutionnelle est hermétiquement fermée pour Augustin Matata Ponyo? Ben, vous savez, c'est vrai, on parle d'une grande institution qui est la Cour constitutionnelle, mais l'institution en soi ne pose pas problème. Mais c'est plutôt les animateurs de cette institution qui posent problème, qui ne veulent pas respecter le principe sacro-saint de l'État. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas vouloir faire dire le droit sans pour autant, surtout en cas de rapport entre les institutions de la République,
respecter le principe de Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Ah. Il faudrait d'abord que les gens comprennent Ça veut dire pourquoi oui. les constituants veulent que le Premier ministre soit protégé au niveau du Parlement. Parce que le Premier ministre, en réalité, est une émanation du Parlement. Vous savez le principe, on dit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire ou à défaut de quoi une coalition politique au sein du Parlement. C'est un produit du Parlement. Alors pour protéger face au dictat de l'exécutif national, il faudrait qu'il soit couvert de ses immunités. Et c'est par ce mécanisme-là que le constituant a voulu effectivement protéger les sénateurs. Alors je voudrais aussi parler d'un aspect qui peut-être a fait l'objet de beaucoup de débats au sein de microcosme politique. C'est sur l'automatisme de recouvrement des immunités des sénateurs Matata. Il est vrai. Lorsque déjà dans le premier dossier, au niveau de la justice, le dossier a été classé sans suite. Dossier pour lequel on avait sollicité auprès du Parlement la levée des immunités de Matata Mponi. Ce dossier-là a été classé sans suite, ce qui voudrait dire, c'est une conséquence logique, automatiquement, M. Matata recouvre ses immunités en tant que parlementaire. C'est automatique. C'est automatique, monsieur. Et le deuxième élément... Sur base de quoi? Non mais c'est comme ça que ça se fait. Vous savez, aujourd'hui, il ne faudrait pas rester dans... J'ai entendu un ami qui parlait de l'interprétation des dispositions de la Constitution. Attention, la Constitution ne peut pas l'interpréter de manière littérale, simplement parce qu'elle a été écrite en français. Dans la Constitution, il y a un esprit, il y a une âme. Il faudrait scruter l'âme, l'esprit du constituant pour comprendre la portée de chaque disposition. Et je voudrais peut-être m'appesantir sur le deuxième élément par rapport à la compétence de la Cour sur cette question. Il est bien dit, je crois que c'est le cas de l'article 166 de la Constitution, la décision de poursuite ainsi que de la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 de membres du Parlement composant les congrès, suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. L'ami vient de l'évoquer d'ailleurs. Mais vous allez vous rendre compte que le procureur près la Cour constitutionnelle, il a utilisé une certaine malice pour échapper à cette disposition. Comme il savait que Matata n'était pas Premier ministre en exercice et que je ne pouvais pas consulter le congrès du Parlement, il a sollicité lui-même de plein gré que ce dossier soit exclusivement traité au niveau du Sénat. Or, en tant que sénateur, tous nous savons que le juge naturel, le juge habilité à pouvoir traiter sur la question d'un sénateur, c'est la Cour de cassation. Donc, je crois que sur cette question-là, tout est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Et donc, il ne faudrait même pas en discuter là-dessus. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'on sent une sorte d'acharnement sur la personne de Matata. Alors, je voudrais savoir comment fonctionnent finalement les systèmes des Nations Unies au point que le secrétaire général des Nations Unies soit informé exactement et précisément de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo sur le cas Matata, et prendre cette position. Mais ici, dans notre pays, nous avons une représentation des Nations Unies. La MONUSCO est là. Il y a des rapports accablants qui sont faits sur la manière de fonctionner de la République démocratique du Congo, surtout sur les aspects politiques. Ils sont aussi informés. Mais bien sûr que oui. La MONUSCO est là et suit de près l'évolution politique de la RDC. Et ces rapports-là ont été faits sur base d'une conformité en termes de rapport aussi de la MONUSCO par rapport à l'observation des Nations Unies en général. Je voudrais peut-être parler des Nations Unies parce que c'est aussi important. Ça fait partie de points qui entrent dans la ligne de compte de ce dossier. Vous savez, lorsqu'on est en face des Nations Unies, il y a deux types de décisions qui en découlent. Il y a une décision qui vient de l'Assemblée générale des Nations Unies, à connotation d'une décision, mais de l'autre côté, il y a une décision qui vient du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a une connotation de résolution. Et parmi les deux décisions, c'est la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui comporte le caractère contraignant, ce qui veut dire qui impose à tous les États membres des Nations Unies. À défaut de quoi? C'est comme ça qu'on parle souvent des sanctions diplomatiques qui peuvent être infligées sur la tête de certains animateurs. Alors, de ce point de vue-là, je comprends que les Nations Unies suivent de près ces dossiers
et que par conséquent, il peut en découler des sanctions. Mais bien sûr que oui, et je crois que le secrétaire général des Nations Unies en a fait mention lors du dépôt même de son dossier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si la RDC continue de s'obstiner, de s'inscrire dans cette démarche cavalière, dans cette démarche d'entorse aux dispositions de la Constitution et surtout de violation de droits et libertés fondamentaux de citoyens, je crois que les Nations Unies va devoir intervenir sur cette question-là. Et au-delà de cela, je crois que l'article 215 et 216 de la Constitution parle, surtout que lorsqu'on est en face d'un conflit des normes, parle de la supériorité des traités et accords internationaux sur nos lois de la République. Et la doctrine, en parlant de lois de la République, on fait aussi allusion à la Constitution, tout en sachant que la RDC a ratifié la Charte des Nations Unies et donc les effets sont donc concernés et la RDC est obligée effectivement de respecter la teneur de disposition de la résolution qui sera prise, à défaut de quoi il y aura des fonctions diplomatiques graves qui va même ternir l'image de certaines... Une dernière question que tout le monde va devoir répondre à quelques minutes pour terminer. Monsieur Christian, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui vient d'être dit par rapport au secrétaire général des Nations Unies, la MONUSCO, pour la MONUSCO, Augustin Matata Ponyo, serait innocent? Au vu des éléments que nous avons étayés tout à l'heure ici, vous savez qu'aujourd'hui, et à une époque très récente même de notre histoire, nous avons eu à tenir certains forums ici où il a été question de libérer ce qu'on a appelé, entre guillemets, des prisonniers politiques. Aujourd'hui, Matata Ponyo est un prisonnier politique à ciel ouvert. Ah bon? Tout à fait. Matata Ponyo est un prisonnier politique à ciel ouvert parce que partout où il passe, il y a un œil sur lui. C'est un parlementaire qui a recouvré ses immunités de droit. Il a dit de façon automatique. Automatique, je respecte la position qui a été celle du président du Sénat, de considérer que le parquet aurait dû saisir le bureau du Sénat pour lui faire état quand même de l'évolution des poursuites. Parce qu'on fait main levée, on n'informe pas, alors que pour poursuivre, on était venu devant la même chambre. Alors, dans les systèmes des Nations Unies, effectivement, la MONUSCO, l'ONU, est bien informée. Et vous savez que Eric Izam ici a parlé tout à l'heure de l'anthropologie politique de notre pays. Quelque part, nous sommes très attachés à nos essences tribales. Ce qui a dénoncé, mais c'est aussi ça qui fait la diversité de la population congolaise. Alors, les Nations Unies ont été créées pour un but principal de pouvoir prévenir les conflits. Personne n'a envie qu'on revienne à la Deuxième Guerre mondiale, ni à toute autre forme de guerre, même pas celle qui est froide. Alors, lorsque vous vous acharnez sur une personnalité qui représente une bonne catégorie de la population congolaise, qu'elle soit de même tribu qu'elle ou pas, vous êtes en train de tirer les ficelles et quelque part vous risquez d'être l'instigateur des conflits. Les Nations Unies veillent pour que les conflits ne puissent pas rebondir dans les nations. Et donc, si cette affaire a été portée au niveau du Conseil de sécurité, il faut que notre population comprenne que c'est justement parce que le fait de faire de procès politiques engendre des troubles sociaux. Nous n'en voulons pas. Voilà. Monsieur Gardi. Merci pour la question, mais permettez-moi juste de revenir sur deux éléments de fond et des détails parce qu'on était sur la question de la forme. Je crois que sur la procédure évoquée par notre ami, il faut se souvenir, la première démarche de la Cour constitutionnelle, c'était de saisir le Congrès. Ce qui était considéré comme étant une faute, Matata n'étant pas Premier ministre en fonction. C'était une erreur grave. Grave. L'idée de pouvoir saisir le bureau, c'était pas une procédure cavalière. Vous savez pourquoi? Parce que Ils se sont trompés. ils ont saisi l'opportunité de vacances parlementaires pour activer l'alinéa 2, la disposition 2, qui estime qu'en cas de vacances, le bureau peut se prononcer sur la levée des immunités. Là n'est pas le problème.
Mais moi, je pense qu'une chose, parmi les erreurs que les juristes ne nous disent pas, parce que si autrefois, on pouvait avoir des ambiguïtés sur les juges naturels d'un ancien Premier ministre, aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'être. Vous savez pourquoi? Parce que Matata, en tant qu'ancien Premier ministre, fait partie de ce qu'on appelle les chefs du corps constitué, des membres qui ont un statut particulier défini aujourd'hui, et leur juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est le nouveau statut de chef de corps constitué apporte une autre dimension juridique qui fait que Matata est facilement qualifiable. Le juriste qui est à côté de vous n'est pas d'accord. Oui, je peux comprendre. Non. Moi, monsieur Vanni, je peux le comprendre, à moins qu'il me contredise. oui. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, Matata, en tant que chef de corps constitué, ou moi, en tant qu'ancien Premier ministre, aujourd'hui a ces statuts-là. Et Alors, nous connaissons tous. rapidement. Permettez-moi de Vous n'êtes finir. pas d'accord pourquoi? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un chef de corps constitué. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat sont des chefs de corps constitués. Ils ont leur juge naturel. Ils sont la Cour des cassations. Par conséquent, il ne peut pas être rédévable devant la Cour Devant la Cour constitutionnelle. C'est le cas pour Matata. C'est ce que je dis. Non, le cas de Matata, il faut préciser. Oui. Lorsqu'il faut poursuivre un Premier ministre ou président de la République en fonction. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a eu ces rétropédalages ratés du procureur après la Cour constitutionnelle. Parce qu'il faut commencer. Ce qui est différent de ce qui est clairement dit. Je vais faire la distinction entre deux situations. Il y a deux personnes qui bénéficient des immunités parlementaires au Congo. Il y a les parlementaires, qui bénéficient des immunités. Il y a les parlementaires d'une part et les membres du gouvernement de l'autre. Et si nous devons prendre les cas des parlementaires, il y a les cas des membres du gouvernement, je veux dire des membres de l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre. Il y a deux étapes dans la procédure. L'autorisation des poursuites, ensuite la mise en accusation. Or, s'il y a eu cet tâtonnement devant les chambres parlementaires, parce que, en considérant Matata Ponyo comme Premier ministre et qu'il fallait juger à la Cour constitutionnelle, il fallait commencer d'abord par la mise en accusation, telle que vient de le rappeler Manix tout à l'heure. Mais comment vous avez l'accusation? On s'est rendu compte que comme il n'est pas en fonction, C'est une erreur. c'est une erreur. Et en définitive, je vais terminer par là. C'est ce qui fait encore que on ne peut pas juger Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle parce que lorsqu'il faut le condamner, on le condamnera d'une autre peine, qui est la peine de déchéance de ses fonctions. Or, ce qui nous concerne, si on doit condamner Matata Ponyo en définitive, de quelle fonction? Vous vous rendez compte que finalement, il me rend compte. Parce que On ne ils parlait que de sont la- partis vite en besogne. Ok. C'est-à-dire, dans le cas Matata, il y a des procédures. La première chose, c'est qu'actuellement, il est parlementaire. La mise en accusation passe également par la levée des immunités. Non, garde, s'il vous plaît. Permettez-moi. Ça risque de faire... Permettez-moi de finir. D'accord. Je sais que c'est votre science. Oui. La question, c'est que la première des procédures, c'était justement lever les immunités de Matata. Parce qu'il est parlementaire. La deuxième procédure qui a occasionné des tâtonnements, c'est qu'on ne savait pas quels étaient les juges naturels de Matata. Pour preuve, la première fois, on est parti sur la procédure d'un Premier ministre en fonction. On a saisi le Congrès. On a rappelé à la Cour que... Là, c'est une erreur. C'est justement... Erreur. C'est là où je dis que... Une erreur À mon humble avis, par des gens qui ne devraient c'est pas. vrai pas normalement. C'est là où je dis Elle est qu'on ne peut pas, humaine. on ne peut pas commettre cette Non, erreur-là, non, c'est pas dans un statistiques. groupe quand même. Pourquoi? Parce Elle est que humaine, mais pas dans un je suis resté sur le principe du fait qu'on ne peut pas continuer cet tâtonnement dans la mesure où Matata aujourd'hui a un juge naturel, de par les statuts que lui confère le texte, c'est la Cour de cassation. Je suis La à ce plupart stade. des analystes disent que c'était même pas une erreur. Ils le savaient. Ils le savaient, mais ils sont partis en faute. Oui. C'est là où je dis que c'était une démarche politique. D'accord. Je rappelle un principe. Ils aiment. Donc, en quelque sorte, je ne suis pas dans ça. Je vous dis que dans les deux procédures, on ne devrait pas tâtonner à ces stades-là. Mais permettez-moi de chuter, c'est que aujourd'hui, je reste dans ma position de dire que c'est une procédure politique, dans la mesure où... Mais ce tâtonnement-là a servi la Cour. Hein. Non, mais en fait, c'est là où je dis que moi qui ne suis pas juriste, je rappelle aux juristes qu'on ne devrait pas tâtonner sur les juges naturels de Matata parce que les statuts lui confèrent une qualité qui doit répondre au cours constitutionnel. C'est à ces niveaux-là que j'étais avant que les autres ne s'expriment. D'accord. Les amis. À mon humble avis, c'est un procès vouloir politique dire plutôt- qu'il faut finir. La justice, oui. Il faudrait que chacun de nous réponde de ses actes. Oui, je suis bien d'accord. Mais que ce soit proportionnel ou que ça corresponde à son juge naturel. Et pour le cas échéant,
son juge naturel, on l'a cessé de le dire, c'est la Cour de cassation. En tant que sénateur, oui. Oui, en tant que sénateur. Oui. Même en tant que... Mais là, on le prouve en tant qu'ancien Premier ministre. Il est ce qu'on appelle, qu'on a dit, les chefs de corps constitués. Non. En tant qu'ancien Premier Il a ministre, il été. est membre. Il a été. Non, pas il a été. En tant que Premier ministre, il jouit de cette qualité actuellement. En tant qu'ancien Premier ministre. Non, mais quand on est... Si, les juristes ne sont pas d'accord avec vous. Non, En tant qu'ancien Premier Maintenant, ministre. là, dans la Mais avant que, on va donner la parole à monsieur... oui, vous n'avez pas terminé. Il jouit de termine, déjà allez-y. constitué par l'État. Mais je crois qu'il faudrait que les choses soient bien faites. Ok. Moi, je suis d'accord que les gens puissent se justifier devant les juges, etc. Mais que ça soit fait de manière correcte. Dans le cadre de la loi. Donc, oui, parce que maintenant, étant sénateur, siégeant pour le compte de la province du Maniema, mais avec un mandat national, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Si problème il y a, quand on se dirige vers cette Cour-là, c'est de ça que... Mais il est poursuivi en tant Ancien Premier ministre. mais Alors, les amis pourront peut-être nous avant de éclairer clore, comment ça va se passer. j'aimerais comprendre un tout petit peu le silence du bureau Juste l'instatution. du Sénat. Matata fait partie d'une institution, le Sénat, mais ce silence du Sénat, c'est un peu louche aussi. Hein. C'est une conséquence logique parce que les Sénats, au-delà du fait que c'est une institution à vocation démocratique, elle est naturellement politique. Ou il est naturellement politique parce qu'on parle du Sénat. Et surtout qu'on sait que très généralement dans le contexte politique de notre pays, on est soumis souvent aux caprices de la majorité absolue au sein du Parlement. C'est comme ça qu'on sent une sorte de désengagement total de la part des sénateurs vis-à-vis du dossier Matata. Et c'est grave ça. Et c'est très grave. Alors, je voudrais, parce que j'ai entendu, on a fait assez d'analyses sur cette question, mais moi, je ne perds pas l'espoir. Parce que je sais que dans cette phase, on est encore, au niveau de l'instruction, on est encore dans une phase pré-juridictionnelle. Oui. Et lorsque le dossier sera sur la table du juge en question, et surtout qu'il s'agit d'un juge que je respecte beaucoup, je le connais personnellement, il s'agit du professeur Dieudonné Kalouba, à qui je reconnais la dextérité, surtout en ce qui concerne la connaissance du droit constitutionnel. Je sais que M. Dieudonné Kalouba va classer sans suite cette histoire à cause des irrégularités qui entravent même l'ordre constitutionnel Vous de notre le dites avec assurance. Non, mais bien sûr, parce que la procédure n'a pas été respectée. Il y a des entorses aux dispositions de la Constitution. Il est le juge qui est là pour promouvoir la justice Mais on est au Congo, vous savez comment la justice congolaise fonctionne. Eh bien, vous savez, au-delà de tout, je pense que le peuple congolais est témoin. C'est le peuple congolais qui constitue le souverain primaire, le dernier rempart. Lorsqu'on est en face d'une parodie de justice, je crois que le peuple congolais va devoir agir. Matata, c'est un citoyen important pour notre pays. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec son régime, il bénéficie d'autant de privilèges en termes de continuité de l'État, laissés par Matata. L'ENA, aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata. L'immeuble intelligent qui abrite aujourd'hui autant de ministères, c'est l'œuvre de Matata. La bancarisation, c'est l'œuvre de Matata. Mais pourquoi, pour des gens aussi importants de notre pays, on veut le voir mort? On l'a fait pour Lumumba, on l'a fait pour Mamadou Ndala, on l'a fait pour... mais pour Matata, je crois que nous devons dire non, parce que c'est un citoyen qui sera important pour la construction de notre nation. Voilà, merci beaucoup. En fait, vous avez beaucoup insisté. On vous donne quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Je voulais dire que le bureau du Sénat ne s'est pas... Quelques secondes. Non, Oui, c'est vraiment bref. Les bureaux du Sénat ne s'est pas dessus. Ce qui s'est passé, je crois qu'il y a deux plénières qui se sont passées. Il y a eu quelques sénateurs qui ont levé la voix pour dire mais où est-ce qu'on en était avec l'affaire Matata Ponyo. Motion silentielle. Oui, de l'honorable, l'ancien gouverneur du Sankourou, oui, son nom m'a échappé. Bertol Oulumou, qui, le bureau a répondu en disant que le sénateur Matata, d'autant qu'il y a eu main levée dans l'affaire où vous savez que lorsqu'on est, je pense, c'est l'article 105 de la loi portant sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui prévoit que lorsque une personne qui est justiciable de la Cour constitutionnelle est déférée, c'est devant celle-ci, c'est la Cour qui décide des règles concernant la détention préventive. Or, pour autant que dans l'affaire Matata, il y a eu main levée, c'est-à-dire que l'affaire a été classée, je ne dirais même pas classée, sinon ça va faire créer une... non, c'est même qu'il n'y a rien, oui, dans cette affaire-là. Oui, parce que classée, demain on peut revenir. Et lorsqu'il y a main levée, c'est-à-dire qu'on constate qu'il n'y a rien au fond. Oui. Alors,
dans ce cas-là, Matata a recouvré ses immunités. Or, dans l'autre affaire, on n'a jamais su où est-ce qu'on en était. Alors, le bureau attend que le parquet puisse saisir par écrit. Mais c'est eux qui ont livré. Oui, mais attends, justement, maintenant, il faut attendre l'action du parquet qui puisse maintenant saisir officiellement, mais tout le monde, d'après ce que j'ai entendu de la bouche du président du Sénat, que tout le monde entend ce qui concerne l'affaire Matata Ponyo par voie de presse, ce qui est quand même grave pour notre nation. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Téléspectateurs, vous avez été nombreux. Vous voyez que tout le monde veut parler, mais le temps nous est imparti. Restez branchés sur Télé 50. C'était dans une coprésentation de Floride Zantoto. Merci. Et voilà, et aussi Christian Emango, juriste. Gardi Diana, journaliste. Merci. Mais Eric Iziama. Effectivement, la justice et l'élimination, ainsi que Manix Ienda, juriste aussi. Ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.